Nous nous retrouvons ce soir pour le premier podcast de Fuguropop avec Julien, c'est moi, Rémi et Nico qui font partie de la rédaction de Fuguropop et qui vont être avec nous ce soir. Bonjour les copains. Hello à tous. Salut, salut, bonsoir à tous. Donc ça c'était Rémi et Nico dans l'ordre d'intervention. Aujourd'hui on voulait vous parler de packaging. Il se trouve que le packaging de jouets c'est quelque chose d'assez important qui revient assez souvent dans les conversations et récemment dans l'actualité Hasbro a annoncé qu'ils allaient arrêter le plastique dans leur packaging, qu'ils allaient donc faire disparaître le recours aux matières pétrolières pour tout ce qui est blister, window box, les petits élastiques en plastique qui tiennent les figurines dans les boîtes. Et c'est une considération environnementale. Mais pour les collectionneurs de jouets, les amateurs de beaux objets, c'est aussi ça fait référence à quelque chose qui est un peu plus important et un peu plus qui a une valeur sentimentale souvent, les boîtes de jouets. Et c'est quelque chose qui peut-être nous faire réagir sur ce sur quoi on a vibré quand on était enfant ou même plus récemment encore adulte collectionneur de jouets. Et je pense qu'on peut dessus avoir beaucoup de choses à dire. Et je crois que dans l'histoire du jouet, on connaît plusieurs phases, n'est-ce pas, Nico? Oui, absolument. Le packaging, ça a été vraiment la continuité du jouet. En fait, ça a été, même je dirais, la continuité du support télévisé qui est indissociable dans les années 80. Le dessin qu'il y a sur le packaging, c'est la résonance au dessin animé. On a un dessin, on a quelque chose qui est fait même par un artiste. On en a plusieurs qui reviennent très souvent pour les maîtres de l'univers, Rudy Obrero, Errol McCarthy, William Garland. Pour tout ce qui est Diaclone, etc., on a les frères Brizzi. Il y a Paul Kirchner aussi, qui a travaillé beaucoup avec la marque Taiko, qui a illustré les boîtes Dino Riders, Crash de Mise, etc. Il y en a encore plein. Wayne Barlow pour les Power Lords. Il y en a énormément. C'est vraiment appel à des artistes pour donner une autre dimension au packaging. Moi, je pense que vraiment la première chose pertinente à dire, c'est l'extension du dessin animé, du support animé. Quand il y en avait, évidemment, hein, pour les Power Lords, on n'en a pas eu, mais c'était vraiment la première résonance. Parce qu'il fallait que l'enfant il ait une continuité du support animé, quoi. Voilà, c'est la première remarque que je voulais faire. Et justement, au-delà de ce lien entre le produit et le support animé, est-ce qu'on pourrait peut-être revenir un peu sur à quoi ça sert un packaging d'un point de vue professionnel pour les fabricants de jouets? Qu'est-ce qui les incite à faire adopter quel type de packaging? Rémi, je pense que tu pourrais peut-être nous éclairer là-dessus. Ouais, avec plaisir. Et c'est ce côté, la dimension que Nico vient d'évoquer sur la résonance avec le dessin animé, c'est effectivement un des points essentiels. Mais si on commence par le commencement, un packaging, ça sert avant tout à protéger un produit. Donc que ça soit un jouet ou que ça soit un autre produit, ça sert à le protéger déjà pendant le transport, hein, à partir du moment où le produit va quitter l'usine et jusqu'à son arrivée en magasin, le protéger des chutes, le protéger des chocs, le protéger des intempéries qui peuvent toucher ou exposer le produit pendant le transport, et puis le protéger aussi une fois que le produit est posé sur les rayons face aux mauvaises manipulations qui peuvent avoir lieu en magasin par le personnel, par les clients. C'est vraiment la première utilité. Et puis, toujours sur le côté très, très utilitaire du packaging, il y a aussi le fait de concevoir des packagings qui puissent faciliter la mise en rayon, que ça soit pour les poser sur les étagères, pour les empiler les uns sur les autres, auquel cas on préférera peut-être des boîtes très simples, rectangulaires ou carrées, qui sont stables et qui s'empilent et qui occupent l'espace de manière optimale par rapport à des choses peut-être un peu plus arrondies. Donc l'empiler, le poser, voire l'accrocher, hein, comme c'est le cas pour nos blisters en ce qui concerne les toys. Mais ça a vraiment cette dimension d'exposition et de stockage dans le magasin. Ça, c'est pour le côté utilitaire. La troisième dimension s'inscrit dans le côté un peu plus séduction, parce qu'il faut qu'un packaging, ça attire le regard, tout simplement. Parce qu'une fois en rayon, il faut déjà se différencier
de la concurrence. Il faut différencier son produit des autres produits à côté duquel on est exposé. Et tout ça, ça passe par le design, par les dessins, par le logo de la marque, par les couleurs, par les représentations du produit qui peuvent être apposées sur la boîte. Et le design est clé parce que, du coup, c'est là que je reviens sur ce que disait Nico. Le design, c'est quelque chose qui va résonner au bout d'un moment dans l'esprit des consommateurs ou des acheteurs. C'est quelque chose qui est censé créer une habitude. Un design de packaging, c'est fait pour être, non seulement pour attirer le regard, mais pour être reconnu facilement les fois d'après, quand on retourne en magasin, ou alors reconnu facilement si on a déjà été exposé à la marque sur un autre support, par exemple le dessin animé. Et donc c'est le cas de nombreux packaging des jouets des années 80 pour mon enfance, qui rappelait vraiment tout ce qui était montré dans les dessins animés. Et ce côté illustration, c'est quelque chose qui, en termes de gestion de la marque, d'un point de vue marketing, c'est quelque chose qui va créer du lien. Et donc il va encore une fois essayer d'activer le côté reconnaissance pour des achats futurs, ou voire reconnaissance dans une démarche de nostalgie. Et puis la quatrième dimension vraiment essentielle du packaging, c'est le côté informatif. Parce qu'il faut communiquer des informations sur le produit, tout simplement. Il faut qu'en un regard, on sache ce qui se trouve dans la boîte, parce que le produit n'est pas tout le temps visible, il n'est pas tout le temps derrière une bulle transparente. Et donc, quand c'est pas le cas, il faut qu'il y ait une illustration qui peut être un peu stylisée, comme on dit dans le jargon. Donc je pense aux dessins qui illustraient les boîtes de G.I. Joe, des véhicules G.I. Joe par exemple. C'est un peu stylisé sur le recto, et sur le verso, on peut avoir une image beaucoup plus fidèle au produit et qui montre ce à quoi ressemble le produit une fois assemblé. Donc ça, c'est dans le cas d'un produit qui n'est pas exposé. En général, ce sont des produits à assembler, auquel cas il n'y a aucun intérêt à les montrer, puisque les montrer dans une bulle transparente consisterait à montrer des pièces détachées. Et par contre, quand les produits sont déjà assemblés, il est beaucoup plus envisageable de les montrer. Donc ça, ce sont les quatre vraies dimensions, les quatre principales dimensions du packaging. C'est vraiment la protection pendant le transport, la mise en rayon, et puis le côté de la volonté de différencier le produit en attirant le regard et en communiquant des informations sur le produit. Et à ça, j'ajouterais peut-être une autre dimension qui est un petit peu plus récente, un peu moins traditionnelle, et qui va s'inscrire, elle, plutôt dans l'expérience de l'unboxing. Donc c'est vraiment comment le packaging va interagir aussi dans la première exposition au produit, et c'est quelque chose qu'Apple a très bien su mettre en avant, notamment avec les iPhones, en proposant un produit qui vient dans un écrin en carton, mais très 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 beau, avec une notice et les câbles qui sont très 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 bien présentés. Et donc l'unboxing fait partie à 100% de l'expérience de l'utilisation du produit. Et c'est quelque chose qu'on retrouve évidemment, en tout cas je me l'imagine, dans l'univers du jouet. Alors moi j'ai pas de figurines très premium comme les Mezco. Je sais pas quel est l'unboxing de Mezco, mais j'imagine qu'il y a peut-être une mise en valeur du produit dans la boîte. Mais c'est une dimension qui est un petit peu plus récente, mais qui commence à être valorisée en général pour des produits très très premium, donc les produits les plus chers du marché. Ouais, ou même on retrouve un peu ce genre de truc, cette volonté de faciliter ou de donner une expérience particulière à l'utilisateur, même chez Lego qui fait des sachets par étape de montage. Oui. Ce qui facilite grandement l'utilisation une fois qu'on a ouvert un produit qui pour le coup est pas du tout exposable dans le packaging. Mais c'est vrai que quand on pense packaging et quand on pense aux jouets, on pense aux belles boîtes qui nous ont fait rêver parfois enfants, à des artistes que Nico a cité. Mais les vraies premières boîtes comme ça, les vrais premiers packaging qui misaient beaucoup sur le marketing, ça date de la fin des années 70. C'est quoi? C'est Star Wars? C'est Power Lord? Nico, tu peux nous donner des précisions? Power Lord, c'est bien après. C'est 82 la licence, 83 les jouets. Mais
Il y a Big Jim, je pense qu'on peut citer Ah oui. courant des années 70 avec des artworks qui étaient déjà magnifiques et qui étaient mythiques. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Rémi. Une dimension aussi qui me semble essentielle sur le packaging, c'est que le packaging, c'est aussi un espace publicitaire. Cette dimension-là publicitaire, c'est intéressant parce que au-delà de donner envie d'avoir le jouet, tu donnes envie d'avoir d'autres jouets et tu les associes. Mais est-ce que ça restreint pas, moi je me posais la question, dès lors que tu vois un personnage dans une boîte illustrant ton jouet avec un pilote à ses commandes là, est-ce que ça te restreint pas en disant c'est le pilote qu'il faut et donc que tu peux pas trop utiliser d'autres personnages? Je vois sur le Flightpod la bulle mortelle de Cobra que tu as présentée aujourd'hui sur Figuropop. On a le Televiper qui est aux commandes. Or, c'est pas particulièrement naturel que le Televiper soit aux commandes de ce véhicule-là. C'est pas un pilote de ce véhicule-là. Ouais, je dirais que en général, dans la gamme G.I. Joe, je suis pas spécialiste de G.I. Joe, enfin, je suis spécialiste de rien, mais G.I. Joe, je suis pas extrêmement calé. En tout cas, il me semble que tous les pilotes qui sont fournis, c'est des persos exclusifs que tu trouves pas en loose dans un blister, tu vois. Je sais pas, Zanzibar, Vermine pour le multi-cobra, le Rapace pour le Cobra Ferrailleur. Donc, on a envie de les avoir, quoi. Ça reste des exclusivités. C'est-à-dire, si tu n'achètes pas le véhicule, tu peux pas l'avoir, celui-là. Donc, tu es obligé d'acheter le véhicule pour avoir le personnage. Il y a une interaction entre les deux qui est assez intéressante sur le plan marketing. Et donc, moi, j'ai envie de te dire, c'est plus un argument de vente qu'autre chose, quoi. Tu récupères ton exclu. Pour les visionnaries, c'était pareil, tu vois. Quand tu achetais les véhicules, tu avais le pilote qui était attitré et que tu pouvais pas avoir en blister à côté, quoi. Tu étais obligé d'acheter le véhicule. Les Visionaries, c'est une belle gamme aussi qu'on n'a pas eu très longtemps sur le marché, mais qui a donné de très beaux visuels aussi. Qu'est-ce qu'il y avait comme c'était du blister ou c'était que de la boîte Visionaries? Il y avait les deux? Il y avait les deux, ouais. Il y avait les deux et pour moi c'est 87 et 87 pour moi c'est on va dire la dernière partie des années 80. Vraiment une évolution du packaging. Il commence à y avoir une vraie interaction avec le packaging, tu vois. Les jouets comme des Boglins, par exemple, le packaging, pour moi, il fait partie du jouet. C'est-à-dire que tu as une boîte qui imite une cage et tu achètes un ensemble, quoi. Limite, tu vois, déjà à cette époque-là, le packaging, tu vas pas le prendre, le déchirer, le jeter à la poubelle. C'est des choses qu'on faisait spontanément quand on était enfant. Là, tu vas garder ta boîte parce que en fait, ça devient une cage pour mettre ton Boglins dedans. Ça devient un espace de jeu, le packaging. Et je trouve ça très, très intéressant. Pour les visionnaries, c'est pareil. Moi, je me souviens de copains quand j'étais gamin qui découpaient les hologrammes sur les cartes et qui les conservaient, tu vois, comme des genres de cartes à collectionner ou ce qui pourrait être l'ancêtre du POG, tu vois. Et il y avait une véritable interaction qui s'est créée, même sur des choses beaucoup plus, je dirais, archaïques. Par exemple, les rabats. Tu achètes ton Chevalier du Zodiac ou tu achètes ta boîte Dino Riders. Avec le fait de soulever le rabat, tu n'as déjà pas le même rapport au packaging que quand tu achètes une boîte ou un blister. Une action qui se crée. Tu vois, il y a un petit côté, je dirais, Indiana Jones, quoi. Tu vas à la découverte de ta boîte, tu l'ouvres, tu t'inspectes ce qu'il y a dedans. Et je trouve que c'est très pertinent. C'est très, très japonais dans l'esprit, ça. On est déjà dans le côté ludique, en fait, dès la manipulation de la boîte. Et justement, ils ont continué d'ailleurs les fabricants de jouets sur cette tendance à rendre interactif l'emballage en fait. Bien sûr. Et la grosse étape d'après, c'est le try it, quoi. C'est teste ton jouet. Je sais pas, on évoquait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a parlé il y a les Sonic Flashers, les véhicules de chez c'est Majorette qui faisait ça, il me semble. Tu appuyais sur ton petit véhicule et ça faisait sonner les gyrophares, etc. Qu'est-ce que tu avais? Tu avais les Street Shark aussi, ça c'est plus dans les années 90, 92, je crois, de mémoire, où tu pouvais appuyer sur la tête du requin pour actionner la mâchoire. Les Attack Pack de Hot Wheels aussi. Street Shark c'est 94, je dis une connerie, c'est Attack Pack 92. Où tu appuyais sur la voiture et puis elle s'ouvrait, ça laissait sortir une mâchoire. Voilà, tout ce genre de choses-là, tu as une vraie interactivité qui se crée. Visionaries, c'était finalement une forme d'interactivité aussi, quoi. Quand tu achetais ton packaging, puis tu avais l'hologramme dessus, c'était super sympa, quoi. Ouais, tu le faisais un peu tourner pour faire miroiter. Absolument.
C'est vraiment une grande époque du jouet, et même dans les années 90, cette évolution qu'on a peut-être moins connue sur une génération comme de jeunes cadras qui est assez, ou fin trentenaire, qui est assez marquée par les années 80. C'est vrai que ces jouets-là, avec ce côté un peu interactif de l'emballage, ça a dû influencer aussi pas mal de jeunes générations dans leur rapport aux jouets, dans leur rapport à la valeur de l'emballage, parce que c'était un moyen d'entrer en communication avec le jouet. Mais pour rentrer en communication avec le jouet, il y a d'autres moyens qu'ont développé les fabricants récemment, et c'est surtout en misant sur la nostalgie. Moi, j'ai souvenir que dès 2004, Hasbro lance Vintage Original Trilogy Collection, des anciens blisters réédités de figurines Star Wars ultra articulées avec des collections limitées assez courtes. Et qu'ils ont reproduit tous les ans pendant 4-5 ans, jusqu'à l'arrivée en 2011 des Vintage Collection. Et là, on mise vraiment sur la nostalgie. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi comme l'avènement, finalement, la reconnaissance par les grands fabricants, Mattel, Hasbro, Bandai, du fait qu'il y a un marché de collectionneurs adultes auquel il faut s'adresser en leur proposant des produits légèrement différents collector. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche plus ou moins bien. En fonction des canaux de distribution, on l'a vu ces derniers temps, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est ce qui nous permet de nous relier aussi aux produits de façon assez intense, quasiment émotionnelle. C'est juste, ouais. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a une dimension aussi, je donne la parole à Rémi, après je monopolise un peu la parole, désolé. Mais le côté où on ne dissocie plus le packaging du contenu. Ça, c'est vraiment le côté collection de jouets par rapport à l'approche un peu plus adulte, où on va conserver le packaging et il est indissociable du jouet. Et ça, les firmes Super Seven, tout ça qui créent des jouets aujourd'hui, ils ont bien compris ça, quoi. Voilà, je n'ai pas trop de connaissances dans tout ce qui est moderne, mais toutes les visuels que j'ai vus, le packaging en général, c'était pas mal, quoi. Pas mal. Ouais, sur les Tortues Ninja, sur les Motus, on voit plein de trucs qui rappellent furieusement les années 80, c'est sûr. Clairement, ouais. Et même jusqu'à respecter la boîte dans l'esprit culturel. Tu vois, parce que si tu prends le packaging de jouets dans les années 80 au Japon, c'est pas du tout le même esprit qu'en Europe ou même qu'aux États-Unis. Tu as beaucoup de boîtes au Japon. Ils sont très très conservateurs, très soigneux, très méticuleux. Tu vois, des gammes comme Gobots, Rocklord ou Dragonaut, c'est du blister chez nous, quoi. Oui. De la boîte fenêtre ou du blister, chez eux, c'est de la boîte. Et ça, tu vois, ils l'ont bien compris. Je vois Super Seven, là, ils ont fait des boîtes pour les maîtres de l'univers, des boîtes des éditions japonaises. Ils n'ont pas fait des blisters, ils ont fait des boîtes, quoi. T'as ton maître de l'univers qui est dans une boîte. Ils ont vraiment poussé aussi le détail jusque-là, quoi. Et je trouve que c'est très pertinent. Ouais, c'est vraiment un sujet sur lequel on pourra revenir sur le site, notamment à travers des études de jouets que tu as commencé, Nico, notamment sur le vintage. Mais je propose peut-être pour pas retenir nos auditeurs trop longtemps et donner un peu de rythme au sujet, peut-être finir sur une note d'un jouet, d'un packaging qui vous a le plus marqué que d'autres, ou qui aujourd'hui vous trouvez particulièrement performant, ou au contraire quelque chose qui a été complètement un ratage, ce qui vous fait envie. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Ouais, moi en ce qui me concerne, c'est vraiment toute la gamme G.I. Joe dans les années 80 qui m'a énormément séduit. J'étais un très grand fan de cette marque-là et j'appréciais énormément le packaging pour sa valorisation ou sa mise en avant des personnages avec ce côté ultra dynamique de mise en situation. Enfin, on est dans l'action avec chacun des personnages, que ce soit sur les illustrations de blisters ou de boîtes de véhicules. On est en plein dans l'action. Il y a en plus ce petit côté, ces couleurs jaune, orangé, rouge qui rappellent évidemment des explosions, qui se prêtent bien au thème militaire. C'est en termes de jouets, de packaging de jouets, moi c'est ma petite Madeleine de Proust. Nico? Question difficile. Je savais très très difficile parce que les maîtres de l'univers évidemment, parce qu'il y a des artworks qui sont juste incontournables et
mythique de Rudy Obrero, c'est juste exceptionnel. Mais il y a les Visionaries aussi. Alors la gamme est plus petite et c'est une gamme qui est très très réduite, mais voilà, c'est magnifique. Et puis j'ai envie de dire aussi, alors ça c'est une sensibilité personnelle, mais c'est bien d'en parler. J'évoquais là récemment les cartes noires Silverhawks. Ouais. J'aime aussi la simplicité, la résonance que ça peut avoir, et c'est un peu typiquement français, ça d'avoir des choses très épurées. Et j'aime cette simplicité-là aussi. C'est sûr que c'est à contre-courant complet des artworks aussi aboutis que pour G.I. Joe ou Maître de l'Univers ou même Visionaries. Mais donc je dirais que c'est un peu tout ça pour moi. Voilà, je peux pas me focaliser sur un seul truc, c'est trop complexe, quoi. Question qui est trop difficile. Ouais, je m'en doutais un peu. C'était une question un peu piège pour toi, j'en étais sûr. Moi, j'ai plus partir sur quelque chose de moderne et qui a à la fois un côté très nostalgique qui m'a beaucoup plu et le contre-exemple, son successeur qui a été un fail complet du point de vue pratique pour les fabricants et pour les distributeurs, c'est les packaging, les cartes Vintage Collection Star Wars qui sont sortis en 2011 chez Hasbro et qui ont été remplacés en 2013 par une petite série Black Series en 10 cm, dont les cartes étaient simplement sur fond noir aussi. Ça aurait pu être intéressant. Mais le problème, c'est que les premières séries, et ils ont peut-être eu tort de changer leur packaging pour le coup, les premières séries de Black Series en 10 cm, la bulle ne collait pas sur les cartes, et dans les magasins c'était la cata, les bulles s'effondraient et les jouets se retrouvaient à l'air, tomber de leurs cartes, la bulle éventrée sur les rayons. Une grosse cata avec des opérations de fortune, de récupération au scotch des blisters sur les cartes, une bonne cata et qui marque le fail d'un packaging qui est passé d'un truc assez sympa, nostalgique, à quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et au final assez raté. Voilà, aujourd'hui on a parlé de jouets, on a parlé de jouets notamment vintage et de l'emballage. Je pense qu'on aura l'occasion d'évoquer certainement les jouets à l'avenir, mais aussi d'autres sujets, le cinéma, la littérature, les comics, et ce sera avec plaisir qu'on se retrouvera avec vous et l'ensemble de la rédac en fonction du sujet et des affinités de chacun. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous les deux. Je vous remercie pour votre participation et j'espère que ça aura plu à nos lecteurs cette version audio du site. À très vite. Merci. Merci. N'oubliez pas porter des slips, n'oubliez pas. Merci Nico, c'était une précision essentielle pour votre vie quotidienne. N'oubliez pas les conseils de Nico, vous pourrez les retrouver régulièrement dans les podcasts de Fulguro Pop. À très vite, merci. Et bye bye. Ciao. Ciao.